Angleterre contre Italie, le Big Ben contre le Colisée, After Eight contre Ferrero Rocher, ou encore les buveurs de thé contre les mangeurs de gelato. L'Euro 2020 nous aura fait vibrer pendant un mois, nous aura livré des émotions, des sensations, mais aussi des surprises. Si je dois retenir quelque chose de ce mois de compétition, j'ai été bluffé par le niveau technique de nombreuses nations sur le terrain qui ont essayé de proposer quelque chose, qui ont essayé de déjouer leur adversaire. Et je mettrai quand même un point d'honneur sur les vétérans tactiques que sont Luis Enrique pour l'Espagne, qui a essayé de proposer une possession de jeu, qui a essayé justement de tenter un tiki-taka dans une grande compétition internationale et qui s'est livré à une grande attaque offensive, dont 2 matchs avec 5 buts chacun. Et de l'autre côté, Roberto Mancini, le vétéran italien qui a réussi à nous impressionner, qui a réussi à donner du volume de jeu et qui a été très performant sur le contre-pressing. Commençons par la tactique employée par l'Italie au cours de cet Euro. Il faut savoir que l'Italie n'a pas changé de disposition tactique depuis son premier match contre la Turquie. Mancini décide d'évoluer en 4-3-3 en utilisant un pressing très haut permettant à ses milieux de terrain de récupérer la balle très haut et donc d'être efficace sur les phases de transition. Il faut savoir qu'avec le ballon, l'Italie va évoluer plutôt en 3-3-4 avec un Spinazzola qui s'est retrouvé très rapidement sur la même ligne offensive que ses attaquants. Et c'est à partir de là que le danger va être créé. Ils vont vraiment apporter un surnombre sur le flanc gauche avec la paire Spinazzola-Insigne qui a été efficace et dévastatrice sur pas mal d'occasions pour ensuite pouvoir renverser le jeu de l'autre côté avec un Chiesa ou un Berardi qui va se retrouver seul et ça a pu donner pas mal de buts. Cependant, Spinazzola n'est plus là et on a bien vu lors du match de la demi-finale contre l'Espagne qu'ils ont été un petit peu limités. Ils se sont retrouvés face à un bloc espagnol et les Espagnols ont pu conserver la balle beaucoup plus de fois que les Italiens. Emerson, le remplaçant attitré de Spinazzola, n'a pas forcément le même rendement et ça va être difficile pour lui pour la finale. L'intelligence tactique de Luis Enrique a vraiment pris le dessus au cours de ce match avec justement l'utilisation d'un faux numéro 9 comme Dani Olmo qui a vraiment perturbé toutes les lignes italiennes. Pour les qualités italiennes, je mettrai d'abord en avant le volume apporté au milieu de terrain entre Barella, Verratti et Jorginho. Tous les ballons doivent passer par eux. Tous les ballons sont récupérés par ces 3 milieux de terrain et ce sont eux qui touchent le plus de ballons pour la squadra Azzurra. Le deuxième point essentiel est sûrement ce contre-pressing à la perte de balle. Tous les joueurs sont concernés par ce genre d'activité et essayent de faire un pressing très haut dans la surface adverse pour essayer d'entamer une nouvelle phase de transition efficace et lancer les contre-attaques. Enfin, le dernier point, c'est sûrement l'importance d'un Donnarumma dans les cages. Même s'il n'a pas forcément été beaucoup sollicité, on a vraiment senti que contre la Belgique notamment, qu'il a pu effectuer des parades de grande classe et qu'il est vraiment très important sur les pénaltys. Pour les défauts, je dirais que l'absence de Spinazzola va beaucoup peser. Ce joueur était capable d'évoluer en sorte de qualité d'ailier et d'apporter vraiment un soutien au trio offensif. Ensuite, la profondeur du banc italien. On a vu que contre l'Espagne, tous les changements effectués par Mancini n'ont pas fonctionné. Que ce soit Toloi, que ce soit Belotti, que ce soit Berardi, ils n'ont pas forcément pesé sur le jeu et ils vont peut-être avoir du mal lors de la finale. En ce qui concerne la tactique employée par l'Angleterre au cours de cet Euro, il faut reconnaître que cette tactique n'est pas forcément le plus éblouissant et le plus agréable à regarder devant notre télé. Pourtant, Gareth Southgate a réussi à tenir un turnover intéressant match après match pour faire un petit peu plus souffler son équipe et a toujours réussi à s'adapter à la tactique employée par son adversaire. On se souvient très bien de ce huitième de finale contre l'Allemagne, ce 3-4-3 qui était utilisé pour copier les mêmes gestes techniques que la composition de Joachim Löw et faire le pressing individuel sur chaque porteur du ballon. On sait également que cette composition tactique était utilisée pour bloquer le piston gauche Robin Gosens pour qu'il ne se retrouve pas rapidement dans la surface adverse. Et c'est finalement à l'usure, sur rencontre et la manipulation individuelle d'un Jack Grealish suivi d'un Luke Shaw qui a permis donc d'ouvrir le score pour l'Angleterre. Finalement, c'est plus une composition en 4-2-3-1 qui ressort du lot avec un double piston Rice-Phillips associé à l'intelligence de jeu d'un Mason Mount derrière l'attaquant. Ce double piston est surtout très précieux sans le ballon parce qu'ils savent exploiter les espaces de leur adversaire. Enfin, Mason Mount, comme je l'ai dit précédemment, le joueur des Blues,
est plus là pour se caler entre les lignes adverses et essayer de récupérer la balle et utiliser les espaces pour se projeter vers l'avant. Enfin devant, la vista de Kane est importante, c'est lui qui est capable de lancer en profondeur les vitesses bien placées de Sterling et de Saka. Ils ont réussi à monter en puissance au cours de cet Euro. On a vu des phases de groupe assez difficiles avec seulement 2 buts marqués, mais finalement ils arrivent vraiment à s'appuyer davantage sur des individualités que sur un collectif. Au niveau des pour, en premier point, la défense impériale anglaise. Que ce soit Johnston, que ce soit Harry Maguire, les deux sont extrêmement vigilants en charnière centrale et n'ont laissé passer aucune action adverse. Au final, un seul but encaissé et c'était sur coup de pied arrêté. En deuxième point, l'importance d'un Luke Shaw et d'un Kyle Walker. Luke Shaw sera plutôt d'un point de vue offensif, il va être capable de se projeter vers l'avant et c'est également le meilleur passeur anglais. Quant à Kyle Walker, il peut utiliser sa vitesse pour rattraper un joueur qui est passé dans son dos et le rattraper et le battre donc psychologiquement. Enfin, en troisième point, l'importance des mouvements et de la dynamique d'Raheem Sterling. C'est un véritable dynamiteur, il va tenter des dribbles, il va provoquer des pénaltys, il va essayer de tirer, il va toujours se rendre disponible et on a vraiment ressenti un Sterling métamorphosé par rapport à la saison qu'il avait vécue à Manchester City. Sur les points négatifs de l'Angleterre, je dirais d'abord cette domination stérile de l'Angleterre. Certes, ils ont pas mal de possession, mais ils n'arrivent jamais à créer un maximum d'occasions. Ils ont tendance à faire des passes en U entre les différents défenseurs de gauche à droite, mais n'arrivent pas forcément à rentrer dans la surface de réparation ou à asséner un tir performant. En autre point négatif, je dirais Jordan Pickford. C'est probablement le maillon faible de cette équipe. Alors certes, pour le moment, il n'a pas été suffisamment sollicité, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il essaye de faire. Au niveau des passes et des relances longues, il n'est pas forcément le plus précis. Et au niveau des arrêts, on sent que des fois, il peut être fébrile et j'ai peur qu'un tir bien placé italien peut être fatal pour cette équipe anglaise. Pour le moment, il est bien soutenu par sa défense centrale, mais jusqu'à quand ? Comment est-ce que l'Italie devra jouer contre l'Angleterre ? Eh bien tout simplement comme elle a toujours fait, avec le même 11 de départ en 4-3-3. Il faudra qu'elle apporte le même volume de jeu au milieu de terrain qui est fait vraiment cette force italienne. Elle ne devra surtout pas laisser le jeu à son adversaire, on l'a bien vu contre l'Espagne, elle n'est pas forcément à l'aise sans le ballon, même si on sait que les qualités défensives italiennes sont extraordinaires, avec la vista, la grinta d'un Chiellini ou d'un Bonucci ou encore les déterminations d'un Donnarumma. Mais attention quand même à cette attaque anglaise qui me paraît quand même un petit peu plus forte d'un point de vue individuel que l'Espagne. Ensuite, il faudra qu'elle continue à jouer haut pour créer une supériorité numérique sur un côté et ne pas hésiter à lancer à l'opposé pour essayer de déplacer ce bloc anglais sur la largeur du terrain. Le fait de jouer comme ça obligera sûrement un milieu de terrain anglais comme Declan Rice à redescendre plus bas, aider les défenses et donc apporter plus de supériorité au milieu de terrain. Comment l'Angleterre devra jouer contre l'Italie ? Il ne devra pas se poser de questions, il devra jouer de la même façon que l'Italie, c'est-à-dire en utilisant un faux numéro 9 et en utilisant un peu plus de volume de jeu au milieu de terrain. Ensuite, Harry Kane peut être ce faux numéro 9. On sait que c'est quand même un meneur de jeu. Avec Tottenham, il peut être capable aussi bien de marquer que de faire des passes décisives. Il a déjà démontré qu'il est capable de lancer en profondeur les vitesses de Sterling et de Saka. Il peut encore redémontrer ce rôle. Aujourd'hui, il va juste falloir qu'il redescende d'un cran, qu'il se détache de la charnière Bonucci et Chiellini et essayer d'apporter un petit peu plus de soutien à ce milieu de terrain. Je pense qu'il en est capable. C'est un joueur très intelligent qui a vraiment cette facilité à voir le jeu avant les autres et il peut être le maillon fort de cette finale. Ensuite, au milieu de terrain, j'enlèverai peut-être Mason Mount parce que si tu mets Harry Kane en faux numéro 9, j'ai peur que les deux joueurs se marchent dessus. Alors que si tu mets un véritable milieu central aux côtés de Rice et Philippe, je pense qu'il y a moyen d'apporter ce volume de jeu tant nécessaire à cette équipe anglaise. Je pense que l'expérience d'un Jordan Henderson à ce niveau-là peut faire vraiment du bien. Il a cette qualité de relance, il a cette qualité de pressing, il a aussi cette faculté à lancer les transitions dans le bon tempo et essayer de faire du mal à l'adversaire. D'autant plus que Southgate, depuis le début de la compétition, il aime copier le schéma tactique employé par son adversaire, donc je pense qu'un 4-3-3 peut être vraiment bien utilisé. En termes de pronostic, je pense que l'équipe qui aura la possession au cours de cette finale remportera l'Euro. Si l'Angleterre arrive à répondre aux défis physiques employés par le milieu italien,
je pense qu'elle aura fait un grand pas. La différence peut également se faire au niveau du banc de touche. Les remplaçants auront sûrement une carte à jouer. Et je pense que les individualités anglaises sont beaucoup plus importantes que les individualités italiennes. Et à ce niveau-là, je pense que l'Angleterre va remporter l'Euro. 1-0 en deuxième mi-temps sur une longue transversale d'un Harry Kane pour un Raheem Sterling. Et ça va faire la différence. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, selon vous, qui va remporter l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre. Êtes-vous vraiment excité à l'idée de regarder ce match? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce, on se quitte en images et en vidéo avec le top 10 des plus beaux buts de la compétition. Salut!